Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous êtes sur un podcast qui s'appelle Donne ta patte, qui est un podcast qui contient des discussions avec des personnes passionnées et passionnantes qui ont des métiers dans l'artistique et c'est une discussion autour de leur processus de création. Et aujourd'hui, on accueille Sophie Saccaro, aka Sophie Saccaral. Ah. Ça va, Sophie? Oui, ça va très bien, et toi, Mélissa? Oui, ça va. C'est un plaisir d'être ici. Mais oui, ça me fait plaisir que tu sois là. Oh oui, on attend ça depuis septembre. Hein. Oui, c'est vrai que tu as fait partie des personnes au courant dès le début et donc que je voulais inviter dès le début. Oui, je suis trop contente. Oui. C'est super bien. Donc Sophie Saccaro qui est décoratrice sur les tournages. C'est ça. Donc décoratrice sur les tournages, c'est un métier qui consiste à faire beaucoup de choses différentes, manuelles, créativement parlant. C'est pas très français, mais t'as compris où je voulais en venir. Complètement. C'est trop bizarre d'avoir une discussion sérieuse avec toi, c'est rare aussi. en fait. C'est tellement rare, je te regarde enfin dans le blanc des yeux. C'est un métier un peu touche à tout au niveau manuel créatif, sachant que toi t'as ta spécialité que tu ajoutes, on ira plus loin là-dedans un peu plus tard. Explique-moi en quoi consiste ton métier, s'il te plaît. En fait, la décoration pour le cinéma, on va partir d'un scénario. Donc il y a un scénario où, par exemple, toi, Mélissa Brézé, tu vis ta petite vie dans un château du XVIIIe siècle, t'es blindée de thunes, et voilà. Ok. Et mettons, t'as un goût, décrit dans le scénario, t'as un goût pour tout ce qui est un peu, tu vois... grand luxe, très, tu vois, un peu dans la surdimension, on va dire. Et j'adore ce personnage. Je l'ai déjà adopté. Voilà. Et donc, du coup, mettons, donc le réalisateur a ses idées, tu vois, dans lesquelles il voit évoluer le personnage dans un décor. Donc, nous, il va y avoir des repérages qui vont être faits, mettons, dans des châteaux. Et à partir de là, le réalisateur, avec les chefs décorateurs, vont se dire, voilà, cet endroit, il est super intéressant. Nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir y apporter en tant qu'objets et éléments décoratifs qui vont coller à la peau du personnage. Donc du coup, nous, on va trouver des éléments, on va louer des meubles, des accessoires, en acheter, pour réussir à donner, en fait, toute la personnalité du personnage au décor, en fait. Voilà. Donc ça consiste en ça de manière très primaire, on va dire. Et ensuite, sur la forme, ça va être recherche d'accessoires, création d'accessoires, recherche de meubles. Donc on est beaucoup en course pendant les semaines de préparation. Et ensuite, on peut faire un peu de construction, on peut faire des peintures. Voilà, c'est un métier qui touche à tout. Et ensuite, une fois qu'on est sur le plateau, dès qu'on arrive sur un décor, nous, on va amener tous les éléments qu'on a récupérés. On va pouvoir on va dégager beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas du décor. Je vais toucher sur le micro, mais que ça me déteste. Et on va amener nos nouveaux éléments pour rendre le décor crédible. Voilà. Principalement ça, je me déteste. Je viens encore de toucher cette putain de table. C'est pas grave. Voilà, en gros c'est ça. Et donc c'est beaucoup de travail de recherche en fait. Et après c'est de l'ensemblage. On va faire en sorte de rendre en fait des objets beaux à l'image en fait. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, je précise juste que quand Sophie parle d'être en course les semaines précédant les tournages, ce n'est pas une course de type sportive. Ce sont des courses telles que vous faites vos courses au supermarché. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que par exemple, parfois, tu peux avoir besoin d'aller acheter du lait pour le film, tu vois, des choses comme ça. Donc parfois, tu peux te retrouver à Super U en train de faire tes petites courses. Et voilà. Il est vrai. Tout à fait. Et donc, c'est un métier qui, malgré tout, quand on est spectateur, ça parle pas mal à l'inconscient parce qu'on n'est pas forcément conscient que ça nous apporte énormément d'informations sur les personnages, le décor dans lequel ils évoluent. Et ça, en fait, comme là, tu me parles d'un château au 18e, tout ça, en fonction des objets qu'il va y avoir, inconsciemment, en tant que spectateur, ça va tout de suite nous ancrer dans la personnalité du personnage en fonction des objets choisis, du décor choisi, des couleurs, de plein de choses. Et on n'en est pas forcément conscient. Ouais, c'est un boulot de dingue. Ouais, c'est un boulot de dingue et on s'en rend même quasiment pas compte tant qu'en fait on l'a pas un peu fait ou tu vois qu'on a assisté à un tournage et qu'on se rend vraiment compte qu'en effet il y a un travail monstrueux qui est fait par les équipes de déco derrière. Et ouais, enfin c'est un truc c'est un boulot monstrueux quoi.
et on s'en rend pas forcément compte, alors que ça parle. En fait, c'est vraiment une seconde lecture d'un film. Le décor, tu peux comprendre tout. Tu peux même parfois avoir des éléments qui te disent, là, il va se passer ça dans le film, tu vois, il va se passer ça dans le film avec des éléments de déco. Tu vois, mettons, je sais pas, il y a une épée dès le début du film qui est mise dans ton château, par exemple, et cette épée-là, à la fin du film, c'est celle qui va t'en servir pour tuer, j'en sais rien, tu vois, ton mari est jaloux, que sais-je. Et ça s'appelle les fusils Tchekhov. Oui, voilà. Tout à fait. Juste pour ajouter un petit détail pour les personnes qui ont écouté tous les épisodes, Sophie est la personne qui s'est occupée de la déco, notamment sur Hades, le film d'Antoine Maille, qui était donc dans le premier épisode. Et oui, voilà, c'est vrai. Ça a été avec moi d'ailleurs. Oui, j'ai l'assisté. C'était un chouette projet. Oui, c'était très sympa. Du coup, tu me parles du lien entre les personnages et la déco notamment. À quel moment et à quel point est-ce que toi, tu vas te pencher sur la psychologie des personnages pour en faire la déco? En fait, ok, ma question est pas très claire. Si, je comprends. Je sais pas si à quel moment c'est les bons mots. Dans quelle mesure Ouais, c'est peut-être plus dans quelle mesure en effet. En fait, à la première lecture du scénario, que tu te rends compte, tu vois, de comment est le personnage, et même dans le scénario, il y a énormément de détails déjà qui sont donnés du décor, et d'accessoires. Il y a déjà dans le scénario, c'est un puits où tu vas trouver déjà une bonne partie de tout ce qui est recherché, parce que c'est quand même l'intention. Tu travailles quand même au service du réalisateur. Donc le réalisateur, lui aussi, a déjà une grande vision de sa décoration. Et toi, tu vas juste venir apporter... c'est tout ce que cherche le réalisateur, et tu vas rajouter en plus ta touche, parce que t'es plus à même de penser à la décoration aussi. Et du coup, oui, tu vas t'en rendre compte en fait au fur et à mesure des dialogues, au fur et à mesure... Oui, en fait, tu vas vraiment t'en rendre compte, au fur et à mesure de la lecture du scénario, quoi, je pense. Et en fonction de toutes les... ce que tu parleras avec le réal, choses comme ça, quoi. Mais alors du coup, donc pour reprendre ton exemple du début, admettons, on est dans le château du 18e de Marie-Mélissa, qui aime le luxe. De Brézé. Qui aime le luxe. À part ces éléments historiques, là pour le coup, c'est très marqué dans l'histoire, si c'est 18e, ça t'ancre déjà dans un style en particulier. Comment, toi, tu vas être à même de choisir vraiment quelle va être la déco de sa chambre, admettons, à part, pareil, s'il y a des accessoires dont tu vas avoir besoin scénaristiquement parlant, par exemple, sur le choix du cadre qui va être au mur ou quoi que ce soit. Là, en fait, du coup, ça va être rajouter des éléments personnels qui font qu'on en apprend plus sur la personnalité du personnage. J'ai beaucoup dit le mot « perso » dans cette phrase. Après, ça va être aussi une question de goût du chef décorateur, que tu vas pouvoir te dire, lui va dire, voilà, moi je trouve que dans le 18e, j'aime bien ça. Je pense que ça pourrait coller à la peau du personnage, donc on va rajouter des cadres de ce style-là, on va rajouter, tu vois, on va pouvoir... En fait, il faut donner vie au décor. Donc, tu vois, par exemple, toi, je sais pas, t'es quelqu'un qui est assez désordonné. Donc, par exemple, t'aurais pu avoir tes immenses robes à froufrou qui sont balancées dans toute la maison, tu vois, et ça donne... Je précise qu'elle parle du personnage. Un peu moi aussi, mais surtout le personnage. Oui, surtout le personnage. Donc tu vas faire ça, tu vas donner vie à travers le décor. Donc tu vois, les cadres, en fait, tu peux les choisir un peu de plein de manières différentes. Hein. Ça peut être suivant des goûts, aussi suivant des références du scénario, parce que le réalisateur te donne beaucoup de références qui l'amènent à penser ce scénario-là. Oui, des références visuelles. Ouais, des références visuelles, t'en as énormément. Il te confie le moodboard aussi. Ouais. Donc un moodboard, du coup, c'est une planche de plusieurs inspirations visuelles du réalisateur ou de la réalisatrice que cette personne donne au chef déco ou à la chef déco. C'est ça. Comme ça qu'on pourrait le définir. Oui, complètement. Si vous ne comprenez pas, tapez moodboard sur Google. C'est ça. Oui, et tu vois, en fait, t'as plein de documents, tu vois, tu vas avoir plein de photos des repérages où tu vas où tu vas filmer, qui vont, tu vois, toi, en tant que chef décorateur, tu vas dire, voilà, sur ces photos-là, nous, on va amener dans cette pièce-là cet élément-là. En fait, tout le travail est quand même vraiment pré-mâché par tout le monde. Toi, Sophie, t'as une spécialité due à tes études, qui est la peinture. Ouais, la peinture décorative. La peinture décorative. Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà,
Moi, je connais ton parcours scolaire, entre guillemets. Est-ce que tu peux le donner rapidement ? Oui, ça va être vite. Et après le lycée où j'avais fait une terminale littéraire option cinéma à Bordeaux, j'ai commencé la fac de cinéma avec aucune envie d'y aller parce que c'était trop théorique. Donc j'ai commencé cette fac de cinéma peu motivée, mais on a quand même appris, tu vois, des bases théoriques assez intéressantes. Et très vite, j'ai arrêté parce que, en fait, moi, j'avais vraiment envie de rentrer directement dans le concret. Les études, ça me correspondait plus. J'avais juste envie d'être sur des plateaux et tout ça. Donc, du coup, je découvre Kinosession. Et une des premières personnes que je rencontre de Kinosession, c'est Antoine Maille. Avec Antoine, ça s'est très bien passé. Il m'a un peu pris sous son aile. Il a commencé à m'apprendre un peu, tu vois, plein de petits tips, on va dire, de tournage, tu vois, que ce soit comment manier une perche, comment faire un cadre, des choses comme ça. Et aussi avec Pierre, Valentin. Alors, Pierre-Roger et Valentin-Lucie. Qui sont des amis. Voilà, qui sont des amis qui font aussi partie de Kinosession. Pierre-Roger, lui, travaille plus en électricité. Valentin-Lucie travaille en tant qu'assistant réalisateur. Exactement. Oui, j'ai rencontré tout mon groupe d'amis, en fait, au travers de Kinosession. Et c'est eux qui ont commencé à m'apprendre... tous les débuts de comment ça se passe en tournage, tout ça. Et ensuite, on est partis, du coup, tous les 4 à Paris. Donc, j'ai arrêté la fac entre-temps. On a vécu à Paris pendant 1 an. On a commencé à travailler un peu chacun, tu vois, dans nos domaines de prédilection, donc moi en décoration. Et puis, je me suis dit, en fait, il me fallait une spécialité. Il fallait que donc, j'avais pas d'études, j'avais pas fait d'études, j'avais 19 ans. Je me suis dit, je suis quand même hyper jeune et je sentais ce truc-là un peu de... Bah ouais, t'as 19 ans, d'accord, t'es payé, mais enfin, tu vois, moi, je me sentais pas légitime, en fait. Et du coup, donc j'avais fait de la peinture beaucoup au collège et au lycée, et du coup, je me suis dit, je vais faire une formation de peinture. Et j'ai trouvé cette formation peintre en décor, qui est une formation où tu apprends pendant 6 mois à imiter les bois, les marbres, faire des trompe-l'œil en fait en peinture. Donc pendant 6 mois, ça a été 6 mois hyper intensifs où j'ai rencontré des personnes superbes. Et donc, ils nous ont appris vraiment donc toutes ces techniques-là, qui aujourd'hui me servent pas forcément, mais qui m'ont donné en tout cas de la légitimité, et même qui m'ont donné une technique. Et en fait, en décoration, comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement touche à tout que tu peux vraiment t'y retrouver. Enfin, la peinture, moi, c'est un truc que quand je prends un projet en chef déco, par exemple, j'aime beaucoup pouvoir dire, là, on va faire des décors peints, on va pouvoir amener ça, parce que c'est ça aussi qui fait la force de chaque décorateur, c'est sa spécialité. C'est ça qui fait qu'il y a plein de chefs décorateurs différents et que un réalisateur va choisir un tel ou un tel parce que tu vas avoir ta patte en fait. Que tu vas avoir ta patte, c'est ça exactement. Et donc c'est voilà. Et ensuite je suis rentrée à Bordeaux et là j'ai mon intermittence depuis très peu. Félicitations. Voilà. Donc ton travail de peinture sur le bois et le marbre, quand on le voit, genre c'est tellement détaillé que tu dois avoir une observation de ouf des matières quand tu les genre dans ton quotidien. Ça doit être dingue. Ouais, si tu veux, quand tu vas dans un musée, moi je regarde plus les œuvres, je regarde plus les cheminées en marbre qu'il y a et le bois en fait. Il travaille ton œil, c'est-à-dire que en fait tu vas faire plus attention à des choses auxquelles tu faisais pas attention avant. Oui, bien sûr. Parce que le marbre et le bois en soi, oui d'accord, t'en vois un peu tous les jours, mais t'y prêtes pas forcément attention. Sauf que nous, comme c'est un travail d'imitation, t'es obligé de puiser ton inspiration du coup dans le vrai en fait pour l'imiter au mieux. Du coup donc comme tu viens de le dire, toi dans cette spécialité là qui est l'imitation de matière naturelle, oui c'est ça, comme ça, toi ça te permet d'avoir un atout en plus dans tes cordes de décoratrice et de pouvoir apporter ça. Et est-ce que du coup, quand tu es seule à la décision de la déco, on va partir du principe dans tout le podcast que ce sera que des questions, toi en tant que chef déco, entre guillemets, pas en tant qu'assistante déco, parce que du coup, tu prends pas la décision. Oui, tu prends pas de création, enfin, t'as pas trop de part créative. Est-ce que toi, donc, cet apport-là, t'inspire quand tu imagines des décors ? Enfin, tu l'as un peu dit, mais du coup, j'aimerais bien qu'on aille plus profond là-dessus. Eh bien, prenons un exemple. Oui. Tout à fait, avec plaisir. On fait un clip il y a 1 an et demi avec un duo de réal qui s'appelle Bleu Désert. C'est 2 copains qui habitent à Paris, qui font des trucs super sympas. Pour un groupe qui s'appelle Météo Mirage et la musique s'appelle Pacifique. Donc on fait ce clip, on se dit comment on va amener la décoration, comment on va faire la décoration, sachant ils avaient envie de papier peint fleuri, ils avaient envie de couleurs, du rouge, mais avec des motifs assez originaux. Et donc, on se dit, ce serait hyper intéressant si on lui fait ça en peinture.
Donc j'ai pris une amie qui était aussi en formation avec moi, avec qui on a fait des peintures. Donc on a fait un grand ciel qui faisait 2 mètres sur 3 à peu près, quelque chose comme ça, un ciel rouge avec plein de nuances orangées. Et on a créé du coup un papier peint qu'on a peint avec une autre fille qui m'a assistée à la déco. Attends, je On a comprends pas ta fait un phrase. faux papier peint. Ah oui, d'accord. En fait, on a dessiné des feuilles et des fleurs, imitation du douanier Rousseau. Tout à fait. On a fait ça rouge et vert. On a collé ça sur un mur de baignoire. Donc tu vois, c'est toujours de l'éphémère. Hein. Quand tu poses quelque chose, tu fais ça au peintre double face ou pâte à fixe, enfin pâte américaine. Peintre, du coup, c'est le scotch peintre qui, du coup, va pouvoir se mettre au mur et s'enlever sans arracher la peinture déjà existante. C'est ça. Voilà. Yes. C'est pas peindre directement sur le mur. Ouais. Oui, c'est pas. J'explique juste parce que c'est évident quand t'es dans le milieu, c'est comme quand tu dis du gaffe. Ouais. Genre, pour nous, c'est genre le quotidien et la vie. C'est le gaffe. Alors qu'en fait, voilà, le gaffe est un scotch qui s'appelle en fait le gaffeur, un scotch noir qui s'utilise beaucoup sur scène, mais aussi dans le cinéma. Voilà. C'était le point information. Super. Copyright. Oui, donc du coup, tu as beaucoup utilisé... oui, voilà, donc en fait, on a utilisé techniquement beaucoup de peinture, et donc c'était génial à faire. Après, on a créé, tu vois, une salle à manger, enfin, on a créé une table où des gens mangeaient, ils faisaient un grand dîner. On n'a pas fait que ça, si tu veux, mais les principaux décors, c'était, voilà, des décors peints. Donc c'est hyper intéressant, parce que tu proposes un truc original, donc qui est une œuvre unique, tu vois. Oui, et puis visuellement, ça offre... je sais pas exactement où je vais avec cette phrase, parce que je saurais pas mettre de mots sur ce que ça offre, mais il est sûr que quand tu regardes, tu sens qu'il y a un truc plus artistique qu'une image de fond. Oui. Enfin, je sais pas, un truc qui a peut-être plus d'âme. Et qui a un matirage un peu, même si c'est peint, tu sens que c'est peint, quoi. Et c'est mieux qu'un papier peint Leroy Merlin... ça a toujours plus de défauts, hein, si tu regardes vraiment, y a forcément des défauts, mais bon, sur un clip de 3 minutes, je sais pas si c'est très... Et en même temps, alors c'est pareil, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode qui doit être celui avec Boris, mais le fait qu'il y ait des défauts fait aussi que c'est ça qui est beau dans l'art, tu vois. Enfin, dans l'art, il n'y a jamais rien de parfait, et du coup, quand c'est trop parfait, ça enlève énormément de charme et de poids à ce que ça peut être artistiquement. Et du coup, ça apporte de ouf que justement t'aies ce défaut de manuel, quoi. Enfin, un peu presque de fabrication. Ouais, c'est vrai. On a déjà un peu abordé le sujet rapidement, mais comme tu l'as dit, le réalisateur ou la réalisatrice t'apporte déjà beaucoup, beaucoup d'éléments visuels de ce que tu devras donner, bien sûr, notamment par le mood board, etc. Comment est-ce que tu gères cet aspect de la commande, entre guillemets, parce que c'est un peu comme faire une commande artistique à un peintre ou un sculpteur ou quoi. Donc même si, pareil comme on l'a déjà abordé dans des épisodes précédents, je m'excuse pour le bruit de fond qui sont les voisins qui bougent leurs meubles depuis environ 10 jours, voisins du dessus probablement. Depuis tout à l'heure on se coupe quand on entend le bruit, mais là on va peut-être arrêter de se couper parce que c'est chiant. Donc vous allez entendre du bruit dans le fond, qui sont des voisins. Donc on a déjà abordé vite fait le sujet dans d'autres épisodes du fait que, sans pousser vraiment la réflexion, mais que la contrainte dans la création, ça peut être très positif parce que ça t'apporte de la matière pour te nourrir. En fait, créer sans aucune contrainte, souvent, on part un peu dans tous les sens, alors que quand t'as une contrainte, ça t'aide énormément et ça appelle à la créativité. Toi, dans ton cas, du coup, tu dois parfois avoir affaire à des réals qui ont une idée très précise visuelle de ce qu'ils veulent et parfois moins. À quel point est-ce que toi, ça te pousse la créativité ou ça te la bloque? Ça te bloque beaucoup quand tu as un réalisateur qui a rarement travaillé avec des décorateurs. Donc du coup, tu as très peu d'informations. Quand tu as très peu d'informations sur la décoration, c'est un peu compliqué. Déjà, ça veut dire que tu en sais peu sur le personnage finalement. Donc ça te bloque énormément dans ta création et surtout dans ta commande du coup du réalisateur, parce que c'est pour lui que tu fais ça, et donc si lui il est pas capable de te donner d'informations, ça peut bloquer, ouais. Ça veut peut-être aussi dire que lui il a pas assez réfléchi sur ses personnages, s'il est pas capable de te dire qu'il les connaît pas assez. Ça peut être plein de choses, et parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop aussi travailler avec
avec des décors, avec de la décoration aussi, tu vois, mais où ça peut être un manque d'expérience aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que travailler avec des décorateurs, ça demande quand même un budget, toujours, parce que il faut soit acheter, soit louer les meubles. Enfin, tu peux toujours te débrouiller avec un petit budget, mais directement, si tu veux quelque chose de propre et avec vraiment tes intentions, il faut un peu de budget pour faire des décors. Donc ouais, en fait, ça peut... c'est plus ça qui peut être compliqué. Quand t'as quelqu'un qui sait exactement où il veut aller et où il va, ça peut te nourrir beaucoup, mais ça peut toujours aussi te bloquer parce que t'as envie de placer certaines choses qui pourraient, à ton sens, rajouter du cachet, je vais dire, à un décor, et lui, en fait, veut pas. Enfin, il y a énormément d'éléments qui entrent en jeu... Mais c'est vrai que c'est bien quand t'es en accord toujours avec un réalisateur. C'est un travail dans tous les cas d'équipe. Donc que ce soit toi en tant que chef décorateur avec les assistants ou que ce soit toi avec le réalisateur et avec tout le monde en fait. Donc c'est toujours bien quand tu sais où tu vas et que t'es bien accompagné quoi. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur des réals qui ont une idée beaucoup trop précise du décor qu'ils veulent et que du coup t'es aucune... Non, j'ai rien en tête quand je dis ça, j'ai rien du tout en tête, c'est vraiment une vraie question. Yes. Et que du coup limite être chef déco, ça sert limite à rien, il faudrait juste être assistant déco, enfin genre les idées tu veux dire que tu veux dire si le réel en fait est un peu chef déco en fait. Oui peut-être. En fait, comment expliquer ça? Quand t'es sur un plateau, tout doit être très hiérarchisé. Et le truc, c'est qu'en réel, lui, il doit se concentrer sur le jeu d'acteur, sur comment va être son plan. Souvent, les chefs décorateurs sont aussi architectes d'intérieur, où ils peuvent être... plein de métiers, en fait, liés avec l'architecture très souvent. Donc, en fait, les chefs décorateurs apportent quand même un agencement de l'espace qui s'apprend. Ouais. C'est pas n'importe qui n'est pas chef décorateur non plus, tu vois. C'est-à-dire que faut que tu trouves des éléments qui sont d'une période en particulier, qui pour toi, pour ton goût ou un esthétisme lié, tu veux pas mettre... j'en sais rien, tu vois, mais il y a des couleurs que tu vas peut-être pas forcément mélanger ensemble. Tu vas essayer de donner, en fait, vraiment un esthétisme général à un film ou à un décor. Donc, un réalisateur ferait pas ça. Lui, il va te dire, oh là, j'ai envie qu'il y ait un canapé qui soit un peu comme ça, style Chesterfield. Mais après, c'est toi qui vas choisir exactement où tu vas le mettre, comment il va vraiment être dans son état, tu vois. Il y a quand même il y a une limite. Le réal, ça va être un peu, voilà, moi je veux ça, un peu ça comme ça, un peu ça comme ça. Mais après, quand une équipe déco travaille sur un film, tu viens faire la prépa dans un endroit, tu restes quelques semaines, il y a 100 réalisateurs et tout ça. Et c'est quand le réalisateur arrive, lui, il découvre vraiment l'espace comme il l'a un peu imaginé, mais comme en fait le chef décorateur, lui, il l'a retravaillé avec sa patte. Et alors du coup, ce petit sourire, quand je t'ai demandé si des fois tu t'étais retrouvée bloquée face à des réals qui avaient une idée trop précise. Mais en fait, si tu veux, tu peux te retrouver bloqué quand t'as pas assez de budget. C'est toujours le problème en fait. Ah bah oui, mais c'est encore parfois on te demande d'avoir... mais on te demande parfois des trucs et tu te dis mais je peux pas faire ça avec 100 € en fait. C'est pas possible. En fait, on se rend pas compte à quel point ça coûte cher. Rien qu'un rouleau de scotch de peintre, ça coûte 5 balles. Et quand t'as besoin de retapisser tout un mur avec du scotch de peintre et du scotch double face, il va t'en falloir des rouleaux, tu vois. Enfin non, mais si tu veux... le papier peint dessus. Ouais, je fais grave la meuf qui fait que râler. Mais non, trop pas, mais non. Mais en même temps, c'est... En fait, je pense que c'est un des travers de ton métier. Je pense que c'est sur des tournages bénévoles, je pense que c'est ton métier qui pâtit le plus de ça. Parce que le matos, une fois que tu l'as, tu l'as. Et les réals et chef-op et tout, on sont au courant du matos qu'il y a, et lumière ou son, et ils savent qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors que la déco... C'est toujours quelque chose de nouveau. Mais c'est ça. En fait, c'est toujours différent, tu vois. Nous, on a des stocks, en tant que décorateur, on a des stocks où on garde plein d'objets, des meubles, de tout, histoire que ça peut toujours nous resservir. Tu vois, je sais pas, j'ai utilisé un mug pour un film. Un film de Pierre Auger, Valentin Lucie et Anthony Lopez. Anthony Lopez que vous entendrez aussi plus tard, je ne sais pas encore à quel épisode, mais dans cette saison-là en tout cas, qui était un documentaire. C'est ça, de 20 minutes dans le bureau de police. Voilà.
C'était le bureau des pirates que nous avons, avec Mélissa, réaménagé en bureau de police. Voilà, les Pirates étant une entreprise de production audiovisuelle sur Bordeaux. Et donc, on a amené plein d'éléments décoratifs, on a amené des petits cadres, des mugs, et c'est des trucs qu'on sait qu'on va pouvoir réutiliser sur un autre film, tu vois. Donc, on essaye de faire ça, histoire de pas avoir à acheter tout le temps, ou, tu vois, à louer, parce que la location, ça coûte quand même assez cher aussi. Et d'utiliser beaucoup Emmaüs aussi. Et d'utiliser beaucoup Emmaüs, ouais, carrément. Donc voilà, en fait, si tu veux, c'est toujours un peu compliqué quand t'es sur des projets bénévoles, forcément, t'as peu de budget, et parfois des attentes qui sont assez importantes. Et donc, c'est toujours réussir à se débrouiller. Par exemple, sur Hades, on avait une scène avec une baignoire. Oui. C'est une baignoire qu'on a achetée dans un magasin, qu'on a amené du coup dans cette chambre, qui à la base était que des murs blancs. Et avec Mélissa, on a fait du papier peint bleu qu'on a posé. On a amené cette baignoire. Il fallait que cette baignoire soit remplie de mousse. Donc, on a dû trouver des solutions. Entre-temps, on a un peu inondé la chambre. C'était du travail. C'était du travail. C'était à ça que je pensais. C'était quelque chose de particulier. Et en fait, cette baignoire, du coup, qui valait, je sais pas, 600 €. Donc, il y avait un budget, j'en sais rien, peut-être qu'il y avait 100 ou 150 € de budget. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a redonné, en fait, la baignoire. C'est des choses qui se font beaucoup. Avec accord du magasin en amont, évidemment. Voilà. On n'est pas des arnaqueurs. Tu peux te faire rembourser les trucs qui coûtent cher, en fait. Donc là, c'est ce qu'on avait fait. On avait rempli, du coup, cette baignoire de mousse. C'était et oui, sympa. parce que pour ceux qui ont vu, ceux et celles qui ont vu ce court-métrage, donc Hades d'Antoine Maille, toute cette scène dans la baignoire est en fait dans une chambre. Ouais. Oh là là. C'est ça, donc on avait enlevé tous les lits, on a posé ce papier peint, on a mis notre baignoire. Voilà, on avait bien tout bougé. Hein. Ouais. C'était sympa. On s'était bien fait les bras sur la mousse aussi. Ouais. Et le souffle aussi, parce qu'on essayait beaucoup de techniques. On arrive à faire et le mieux, c'est le liquide vaisselle. Le mieux, c'est le liquide vaisselle, mais dans une autre baignoire. Et ensuite, transvaser la mousse. Et oui, parce qu'on n'avait pas, la baignoire était juste une baignoire posée, on n'avait aucun moyen d'évacuation ou quoi. On a failli inonder l'appartement. Désolé, Anto. C'est l'appartement d'Anthony. Donc si tu veux, t'es toujours un peu en train de râler en déco quand même de manière générale, parce que t'as envie forcément de répondre aux attentes du réalisateur, mais toi t'as envie de te faire plaisir beaucoup aussi, et pour pouvoir te donner du contenu, parce que c'est quand même hyper important de pouvoir avoir des images à montrer des décors que tu fais. Et donc sur des projets bénévoles, tu les prends parce que déjà ça t'intéresse et qu'il y a un peu de déco à travailler, et donc c'est toujours un peu le contre-pied un peu, tu vois, où t'as envie de te faire plein de trucs, mais t'es un peu bloqué financièrement, quoi. Donc tu te débrouilles. Mais c'est génial, parce que c'est comme ça que t'apprends le mieux, en fait. Tu te débrouilles toujours pour trouver des solutions, et ça c'est hyper formateur. Je pense que si tu veux devenir décorateur, c'est hyper important de faire plein de projets bénévoles où tu prends ces projets en chef déco. Bon, peut-être pas directement, tu vois, tu fais plusieurs projets où t'assistes. Et ensuite en chef, où là tu te fais vraiment les mains et où t'apprends à te débrouiller, et après ça te sert dans la vie de tous les jours, et c'est ça qui fait la différence, c'est que tu te débrouilles, quoi. Mais surtout qu'en plus, cette capacité que t'as à t'adapter à chaque fois, ça doit t'apporter aussi énormément dans ta manière de créer des décors à chaque nouveau tournage, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, il y a quand même toujours des choses qui reviennent très régulièrement. Et donc du coup, t'apprends à faire ces choses-là. Et une fois que tu sais les faire, c'est génial, parce que t'as une facilité à créer des choses. Par exemple, mais même en peinture, c'est beaucoup plus simple. Ils t'apprennent, tu vois, en peinture, on m'a appris une rigueur qui me sert tous les jours dans le travail que je fais. Parce que tu deviens... T'es pas forcément comme ça à la base, et c'est que tu deviens, de par ton métier, je pense quand même que le métier te forge un peu ce que t'es plus tard, et ce que tu deviens. Parce que t'apprends une manière de travailler, donc tu apprends une manière de réfléchir différente, pardon. Et donc oui, dans ta vie tous les jours, ça te sert, et ça peut te desservir un peu aussi, parce que du coup, parfois, en déco, cinéma, c'est quand même, tu fais assez vite, tu fais à la va-vite. Donc parfois, tu vas pas aller trop dans les détails, quoi. Tu ferais pas ça forcément non plus dans la vraie vie, poser du papier peint avec du scotch et du double face que j'ai déjà fait chez moi et qui ne tient pas. Il faut vraiment que je colle ce papier peint, tu vois. Oui, mais du coup, ça se voit moins à l'image
Surtout si t'es sur une faible profondeur de champ, sur un personnage. Oui. Puis ça dure pas longtemps, souvent c'est dans le flou. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, la profondeur de champ, c'est dans le flou. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Oui. C'est quand on a le point. Donc là, on a un personnage qui est net à l'image et que ce qui va être derrière ce personnage ne sera plus net. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ en optique, en général, en photo, vidéo. Et c'est ça qui permet des fois d'avoir une petite déchirure de papier peint qui ne se verra pas. Exactement. Alors que ça se verrait dans un appartement. Eh oui. Voilà. Alors il y a un truc, peut-être que les personnes qui écoutent, peut-être que ça peut vous paraître bizarre qu'on parle d'écriture et de réalisation à chaque personne que j'invite ici, alors qu'en fait leur métier n'est pas forcément d'être réalisateur ou d'être scénariste. Mais en fait il faut savoir que quand on touche un peu au cinéma, je pense qu'on a tous à un moment cette envie de créer, en fait, de parler, parce que c'est un peu... en fait, c'est le moyen d'expression artistique qu'on connaît le plus et qui nous donne envie de je sais pas trop. Mais en fait, j'ai quand même l'impression, si tu veux, que quand tu commences... Tu vois, j'ai envie de faire du cinéma depuis que je suis toute petite, et au début, c'est passé par être actrice, et après, je voulais réaliser. Oui. Mais parce que c'est les trucs qui sont le plus connus, je connais le plus. Bien sûr. Et ensuite, du coup, tu découvres d'autres métiers. Oui. Donc, je pense qu'en fait, c'est un truc qui anime un peu tout le monde, l'écriture. Et je pense aussi. Et puis, dans tous les cas, c'est notre manière de nous exprimer aussi et de dire au monde les choses qu'on a envie de dire. Et il s'avère, notamment dans des projets que tu n'as pas encore réalisés, mais que tu as écrits. Donc, je sais pas si tu vas vouloir trop en parler, ce que je comprendrais. On peut rester très vague là-dessus. Mais il s'avère que tu as quelque chose d'extrêmement visuel dans ce que t'écris. Et là, j'ai en tête un scénar en particulier que tu m'as fait lire l'été dernier. Ouais. En fait, en lisant ce scénar, en plus, il n'y a pas du tout de texte, je crois, c'est que... Il n'y a pas de dialogue, non. Ouais, c'est ça, il n'y a pas du tout de dialogue. Par exemple, moi, j'ai déjà écrit un scénario sans dialogue, mais pour autant, de par moi, ma formation de comédienne en devenir, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup plus de précision sur ce que le personnage peut ressentir et beaucoup moins sur ce qu'on voit à l'image. Alors que toi, pour le coup, quand tu crées, c'est vraiment quelque chose d'ultra esthétique et visuel, ce qui est plutôt logique par rapport à ton métier, mais du coup ça se ressent vraiment énormément et c'est assez ouf. En fait, c'est plus le visuel qui va expliquer le personnage que le personnage qui va expliquer... Enfin, en gros, on en saura plus de par le visuel que par le reste. En fait, le personnage va évoluer au travers de décors différents et chaque décor représente quelque chose. Donc c'est la vie en fait, pour faire bref, c'est la vie d'une femme de sa naissance à sa mort et qui passe par différentes étapes de vie, qui soient des étapes très féminines comme des étapes qui sont juste humaines. Voilà. Donc ça peut être l'amour pour une vision humaine, ça peut être le rapport au corps, beaucoup dans l'adolescence. Ouais. Ça, c'est plus une partie féminine. Enfin, en fait, de la même manière que une simple peinture peut inspirer beaucoup d'émotions à certaines personnes et leur raconter ouf de trucs en une peinture, toi, c'est pareil, tu utilises beaucoup d'aspects visuels pour raconter des choses. Et c'est ultra intéressant parce que c'est pas du tout mainstream comme manière de voir les choses. En fait, si tu veux, mon approche dans mon approche à la création, on va dire, c'est que très souvent, j'ai pas, de manière générale, j'ai toujours plus d'images en tête que de paroles depuis que je suis petite. Donc quand je vais avoir une idée de scénario, ça va pas être un écrit, ça va être des visuels que je vais avoir d'abord, par exemple, pour ce scénario-là que j'ai écrit. J'étais avec une amie qui est un peu une espèce qui m'inspire énormément, Perrine Le Guenec, c'est une femme fabuleuse et merveilleuse, c'est avec elle que j'avais fait le premier court-métrage, et en fait j'étais avec elle quand j'ai eu l'idée de ce court-métrage. Elle était en train de courir, elle courait à Andernos, sur la jetée d'Andernos. C'était le matin, on avait une gueule de bois, on était en tournage pour une amie, on était défractés complètement. Et je la voyais courir comme ça. Là, j'ai eu l'idée de mon premier film, Ode à un doux printemps. Qui sort en lien dans la description. Mais bon, c'était un petit moment. Et qui est vachement chouette.
Ouais, c'était hyper sympa. J'étais très contente de ce truc-là. Ouais. Et en fait, Perrine, quand je la vois, c'est une fille qui vraiment qui m'inspire en fait. Elle a un aura et quelque chose elle dégage quelque chose d'assez incroyable. Et on était encore pareil toutes les deux, et puis on parle, je sais plus de quoi, et puis là, je me dis mais attends, j'ai une idée, je vois trop une tête de mannequin dans un hangar et son corps commence à se créer avec du fil de fer en stop motion machin, et elle danserait parce que elle c'est une nana qui est tout le temps en train de danser, qui amène tout le temps de la joie, tu vois. Et voilà, et l'idée est partie de ça, c'était il y a 2 ans et demi maintenant qu'il y a eu cette idée, et ensuite j'ai commencé à écrire et j'ai fini l'écriture là en août. Voilà, donc il s'est passé un grand temps de pause aussi où je pensais pas du tout au truc. Voilà, et c'est là une résidence d'écriture que j'ai faite en juin, ouais. qui a relancé un peu l'écriture de ce court-métrage-là. Et voilà, donc l'approche et la création, c'est de voir des gens, de voir... et c'est vraiment, moi, c'est une vision que... Tu vois, une vision... genre, ah tiens, je verrais trop ça, tu vois. Voilà. Et après, trouver quelque chose autour. Dans ta vision, est-ce que tu as un truc avec le corps humain aussi ? Parce que dans tout ce que tu me dis et tout ce dont tu m'as parlé, tu as beaucoup des images de corps humain. Et là, tu me parles de danse. Et dans Ode à un doux printemps, elle danse un peu aussi. Là, tu me parles de danse. Tu m'avais aussi parlé, à moi personnellement, des statues de Niki de Saint-Phal. Ouais. Mais en dansant. Ouais. Et du coup, tu as aussi ce rapport au corps et à la danse qui est ultra présent. En fait, je trouve que ça représente un peu, visuellement, je trouve que ça représente un peu une forme de libération du corps, tu vois. Surtout pour... en fait, en particulier pour les femmes, je trouve... Enfin, je sais pas, moi je trouve que quand une femme danse, ou... Enfin, dans les films, quand tu danses, je trouve que ça parle. C'est un langage complet, la danse. Et dans des films, dans des photos, les statues de Niki de Saint-Phal, par exemple, je trouve c'est comme si elles étaient animées. En fait, les statues, c'est des femmes assez... comment on pourrait dire, assez... c'est des femmes un peu surdimensionnées, en fait, ouais. avec des belles formes, qui sont toujours un peu dans des postures particulières, et on a toujours l'impression moi, j'ai toujours l'impression qu'elles vont s'animer, en fait. Tu vois Ouais, enfin en fait, oui, je vois beaucoup la danse comme une libération. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je veux commencer la danse et que j'ai toujours pas commencé. Mais en fait, c'est pas évident en même temps si t'es sur des tournages d'un côté et puis de l'autre. C'est ça. C'est pas évident. Compliqué. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a des choses à raconter avec le corps des femmes aussi qui est très intéressant. Je trouve, c'est les corps qui marquent le plus de partout, en fait. Tu peux... de ta naissance, tu ressembles comme un homme, tu vois. Et puis plus tu grandis, plus t'as des formes qui arrivent, qui se dessinent, sans que tu les veuilles forcément. Ou t'as l'acceptation d'un corps. Plus ça va, en fait, ton corps, il changera tout le temps. Tout le temps. Moi, je le vois, enfin, mon corps, il change énormément, quoi. Parce que c'est comme ça, en fait. Parce que la vie, quoi. Parce que la vie, voilà. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Toutes les visions toutes les représentations du corps de la femme sont hyper intéressantes. Et ont quelque chose à apporter en particulier. Je comprends, voilà. Je vais juste faire part de mes petits trucs personnels si ça intéresse des gens, le cinéma qui parle beaucoup du corps qui bouge et le corps qui danse, parce que moi c'est un truc qui me parle beaucoup aussi parce que j'ai toujours fait beaucoup de danse. Ouais. Et du coup j'ai personnellement plus de facilité à parler avec mon corps qu'avec des mots parfois, et à raconter ce que j'ai besoin de dire en dansant. Si ça parle à d'autres personnes, il y a 2 films que je conseille, dont un qui est je pense mon film préféré ever. Non pas qu'il soit d'une prouesse technique hallucinante, juste il m'a énormément touchée, qui s'appelle Yuli, qui est sorti... en fait, c'est 2 films qui sont sortis en 2019, je crois d'ailleurs. Yuli, qui est du coup sur le danseur londonien, enfin qui n'est pas londonien, mais qui a dansé à Londres, qui est complètement dingue avec des moments de danse qui parlent de ouf, et Les Chatouilles, qui est beaucoup moins joyeux, qui est sur la pédophilie. J'ai complètement oublié comment s'appelle la réalisatrice qui en a aussi fait un spectacle et qui a vécu en fait ces histoires de pédophilie. Et en fait, pendant tout le long du film, à chaque fois qu'il y a des moments un peu durs, tu la retrouves, elle, dans un studio noir où elle est en train de danser, quoi. Et elle s'est beaucoup... tu le vois dans le film qu'elle s'est beaucoup rangée dans la danse pour parler... Enfin, pour que ça aille mieux, quoi. Elle s'est beaucoup libérée par la danse. Et du coup, il y a des moments où la danse parle de ouf dans ces 2 films-là, si ça intéresse des gens. J'ai pas vu ces films. Eh ben, ils sont très bien. J'irai les voir.
Eh bien écoute, je pense que c'est le moment de passer à l'histoire que tout le monde a continué. Jingle. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Pour expliquer rapidement le contexte de l'histoire que tout le monde va continuer, donc on a une histoire qui a été commencée à l'épisode 1, et chaque invité continue cette histoire dans le but final d'atteindre une histoire qui tient à peu près debout. Ce qui risque d'être compliqué parce que du coup on a plein d'univers qui se mélangent, ça part dans tous les sens, c'est très drôle. Donc, petit résumé. On a donc toujours Damien de la Quai de Jeu qui était à la Quai, qui a habité à Paris, qui vient de revenir là où il a grandi, dans sa campagne, parce qu'il en avait marre de Paris. Dans cette campagne, on a Rosette, qui est une folle, qui connaît une vérité de la vie, c'est que les objets parlent, mais il n'y a que elle qui peut les entendre pour l'instant. On a fait la découverte dans le dernier épisode d'Émilie, qui est donc une amie de Rosette, qui sait qu'elle parle aux objets, voilà, mais elle s'en fout un peu, enfin juste, voilà, elle se dit, bon, ben voilà, c'est ma pote, elle a ses qualités, elle a ses défauts, quoi. Oui, elle prévient Damien, du coup, qu'il faut qu'il sache ça, quoi. Exactement. Un peu déranger, quoi. Exactement. A eu lieu une soirée chez Rosette où elle avait invité Émilie et Damien pour intégrer Damien à son retour, en fait, qui s'est déroulé de manière étrange, voilà, puisque Damien est au courant qu'elle parle à des objets, lui il pense que c'est des esprits, et en fait Damien le lendemain est revenu espionner Rosette, il s'est fait pécho, et Rosette lui a montré un espèce de robot humanoïde qui est dans sa cave, fait à base de plein d'objets, et donc ces objets parlent, mais d'une manière que tout le monde puisse les entendre, et pas seulement elle, parce qu'en fait c'est toutes les voix de tous les objets qui parlent ensemble, et donc ce qui fait cette puissance extrême que tout le monde peut entendre, du coup. Voilà où nous en sommes. Eh bien, accrochez-vous bien, punaise. Oui. Pas les merdes. Donc là, je dois continuer, c'est ça ? Voilà, tu dois continuer. En fait, là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous, on sait juste que Rosette montre cet humanoïde à Damien de la Quai de Jeu, mais on sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Ok, alors, Damien est sous le choc. En effet, Rosette commence à lui expliquer d'où lui vient toute cette parole aux objets. D'accord. Yes. Ça lui vient d'où, du coup ? En fait, ça lui vient. Elle a fait des études, figurez-vous. Comment ça lui explique qu'elle a fait des études de biochimie et de ferraille et de mécanique quantique. D'accord. De mécanique, on va dire. Voilà. Bon, elle est mécano pour des trucs. Elle a fait une formation de mécano, quoi, en fait. D'accord. Donc elle a appris tout ce qui était vraiment à travailler les objets, travailler la matière, comment créer un système électronique, tu vois, des choses comme ça en fait. De l'électronie mécanique. Je sais pas, je crois qu'il y a des études pour ça, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, je sais même pas si c'est des études. Bref, donc... Alors attends, juste je précise pour le bon déroulement de l'histoire de A à Z, parce que du coup je suis la garante qu'il n'y ait pas des couilles dans l'histoire qui se barrent dans tous les sens. Là il n'y a pas de sens à ce que je dis. Si, il y a un sens, juste du coup on estime que c'est un métier qui est très compliqué, qui a peu d'avenir parce qu'il y a peu de gens qui l'ont, du coup c'est pas facile de trouver du travail là-dedans. C'est pourquoi elle travaille dans un supermarché pour financer sa vie. Exactement. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ses études, elle est tombée en grande dépression après la perte d'un proche. D'accord. Et donc elle a pas fini ses études entièrement alors qu'elle était extrêmement compétente. Elle se retrouve un peu à la rue, elle va d'amis en amis, chez qui elle vit un peu, mais tu vois, elle prend beaucoup de médicaments, elle est pas bien dans sa vie, quoi. Et puis un jour, elle récupère la maison du coup de sa mère, donc la maison dans laquelle elle est actuellement, où elle redécouvre énormément d'objets qui ont bercé toute son enfance. Donc ça lui fait du bien, elle sort de dépression, tout ça, elle arrête les médicaments et ça la replonge un peu dans toute l'enfance dans laquelle elle a vécu. Elle était très portée sur les amis imaginaires, sur faire parler les peluches et tout ça. Mm-hmm. Et puis, donc, elle lui explique un peu tout ça, on va dire. Donc Damien dit, écoute, ok, je comprends, mais c'est quand même fou que moi aussi j'entende ces objets, tu vois, parce que moi je crois pas trop à ça. Je fais, écoute, prends un peu de recul, elle lui dit, reviens quand tu seras prêt. Bon, Damien finit son café, un peu froid, grille sa dernière clope, repart.
Et là, il voit sur la boîte aux lettres, en effet, le nom de sa mère défunte. Bref, je sais pas comment elle s'appelle, qu'importe. Et il continue un peu son chemin, il se dit, tiens, je vais passer par un chemin différent qu'habituel. Et au bout de 200 mètres, il tombe sur une déchetterie que de ferraille. Mais vraiment, genre un espèce de terrain vague avec que de la ferraille rouillée, des trucs, tu vois, un peu comme à la Wall-E, quoi. Vraiment, plein de déchets de ferraille, quoi. Puis il fait, ah ouais, d'accord, c'est vraiment juste à côté de chez elle. Plus ça sent mauvais, quoi. Et donc, il fait, ah ouais, ok. Et puis, il trouve que cette odeur, elle lui rappelle quand même vaguement la maison dans laquelle vit Rosette. Puis il se dit, attends, il y a un truc qui cloche là. Puis il fait le lien entre ses études, tu vois, entre les études qu'elle a faites Rosette, entre son enfance particulière, un peu tumultueuse, très seule un peu. Et puis là, il retourne du coup chez Rosette, il rentre, il déboule, il rentre, et là, il prend un objet, par exemple une peluche, puis il commence à tâter la peluche un peu, et il se rend compte qu'en fait, la peluche, elle est molle, mais qu'au milieu, il y a de la ferraille, tu vois. Et qu'en fait, il y a comme derrière cette peluche, donc mettons dans le cul de l'ours, par exemple, en peluche, il voit qu'il y a une petite molette qui s'active. Et quand tu l'actives, elle fait du bruit. D'accord. Et la peluche commence à parler. Voilà. D'accord. Donc là, il fait, ok, elle est pas si folle que ça, en fait. Enfin, c'est bizarre, quoi. C'est lié à ses études, machin. Bon, c'est que peut-être qu'en fait, elle déconne complètement et s'est créé son propre imaginaire, en fait. Elle s'est créé son monde qui la protège, en fait. Et puis, donc, Rosette arrive. Alors, du coup, pardon, juste pour clarifier, précision, c'est genre un truc automatique qui parle, en fait, genre comme une boîte... comme une boîte à musique. D'accord, très bien. Fait. Rosette arrive... Il fait, mais tu te fous de ma gueule, en fait. C'est juste que toi, t'as fait tes études de mécanique, machin, là. Et en fait, tu sais personnellement comment animer des objets, en fait. C'est pas dans ta tête qu'ils sont animés, c'est toi qui les animes. Et elle, non, pas du tout, dans un déni total. Jamais j'ai fait ça. C'est pas possible, c'est vrai, et tout ça. Il fait, mais attends, mais... Non, mais regarde, et il lui montre. Émilie arrive, au milieu de la conversation. Émilie, qui a fait quoi comme étude ? Ah, on sait pas. On sait qu'elle travaille... et en fait... Elle file des livres aux gens. Figurez-vous qu'Émilie arrive en déboulant dans une colère monstrueuse. Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous touchez ces peluches et tout ça ? Vous savez bien que Rosette veut pas qu'on les touche, c'est terrible. Non, je suis en colère. Et là, Damien de la quai de jeu dit, Émilie, où est-ce que t'habites, toi ? T'habites pas dans ta camionnette ? Non, j'habite ici. C'est ma maison. Enfin, c'est pas sa maison, mais en gros, elle habite aussi ici avec lui, quoi. D'accord. avec en coloc. Rosette. Okay. Elle habite en coloc avec Rosette, en gros. Damien fait, ok, d'accord, bah autant pour moi, désolé, je voulais pas vous déranger, j'ai juste découvert que sur cette peluche, il y avait un mécanisme, tout ça, je trouve ça bizarre. Voilà. Émilie demanda à Damien de partir, de les laisser toutes les deux. Il fait, est-ce que je peux aller aux toilettes avant ? Damien va aux toilettes. Et en traversant le couloir, il prend la porte à droite et il voit que c'est la chambre d'Émilie. Et dans la chambre d'Émilie, il y a un diplôme de mécanique, machin, je sais plus quoi. Le diplôme donc, que Rosette aurait dû avoir et qu'elle n'a jamais pu avoir à cause de ses problèmes personnels. Exactement. Discrètement, il avance un peu dans la chambre, il farfouille, il découvre en effet tout plein d'objets qu'il y avait dans cette déchette, des objets qui ressemblent un peu à ceux de la déchetterie, des trucs rouillés et tout ça. Il appuie, il y a un bureau. Il y a un bureau près d'une fenêtre, en contre-jour. Il appuie sur le milieu du bureau. Pardon, j'ai appuyé, donc ça fait un petit bruit. Oui, je fais du son. Elle le vit à fond. Il appuie sur le bouton. Paf ! Le truc s'ouvre, une clé, une seule clé, une énorme clé rouillée. Il prend la clé. Il dit, mais attends, mais ça mène à quoi et tout ? Il avance un peu, il marche sur un tapis, et puis il se dit, ah tiens, c'est pas porteur ça comme sol. Ah, c'est pas porteur, le sol. C'est pas porteur, hein. C'est pas porteur. Ça se démonte, tout ça. Il soulève le tapis, un magnifique tapis rouge berbère qui coûte la peau du cul. Il soulève ce tapis, il le roule délicatement parce que quand même il prend soin des choses. Ouais, quand même. Et là, une serrure avec une porte. Une serrure, enfin bref, tu vois, une porte. Une trappe, quoi. Une trappe dans le sol. Trappe. Grosse musique de trappe qui commence. Oula, ça tue. Pardon pour le rire. Grosse musique de trappe. Il ouvre la trappe. Tout est éclairé avec des gros néons tout blancs.
c'est lui allumer le truc, tu vois. Il descend avec les escaliers qu'il y a. Et là, il découvre mais vraiment un bureau de mécanique avec des Iron Man, quoi. partout, avec plein de trucs et tout ça. Iron Man, en fait. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Iron Man, ouais. Et là, waouh. En fait, il se dit, mais en fait, c'est Emily qui rend folle. Qui la rend folle, en fait. Enfin, pour moi. D'accord. J'adore là où t'es partie, ça me convient très bien. Par contre, j'ai juste besoin que tu me justifies un truc du coup que toi tu n'as pas inventé, mais pour que ça se déroule bien, il va falloir me justifier ça. C'est comment dans ces cas-là est-ce qu'elle a pu parler aux conserves de tomates dans le supermarché dans le tout premier épisode? Tu m'emmerdes. Oui, je suis désolée. Mais parce qu'en fait, si tu veux, quand tu entends... En fait, imagine-toi que l'univers dans lequel elle vit, tout est animé. Donc, en fait, elle a tellement l'habitude qu'elle s'imagine que aussi les objets dans la vraie vie parlent, alors qu'en réalité, les boîtes de conserve parlent pas, c'est que des... En fait, tout lui paraît... Pour elle, ça devient sa normalité, en fait. Ce qui justifie, du coup, pourquoi parfois les gens l'entendent pas, c'est qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de bruit. Et parfois, il y en a. Et il y en a parfois. Surtout chez elle. D'accord. Et Emily fait genre qu'elle entend rien du tout. Exactement. Emily, pourquoi elle fait ça? On ne sait pas encore. On le sait découvrir au prochain épisode, sûrement. Pierre Avoyard. Pierre Avoyard, prochain épisode, nous dira pourquoi Emily est méchante. Enfin, peut-être pas, c'est peut-être pas méchant. Peut-être pas méchant, moi. On ne sait pas, Quand même. A priori, personne n'est gentil, personne n'est méchant. Tout le monde a ses propres raisons de faire certains choix. Oui. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, complètement. D'accord. Écoute, ça me va très bien. Je vais peut-être te demander plus de détails visuels, du coup. Est-ce que dans ce fameux laboratoire caché sous la maison... C'est le laboratoire de Dexter. C'est... Oui, le laboratoire de Dexter. Enfant des années 90 qui regardait Cartoon Network. Ah, on l'avait pas. On l'avait que de temps en temps. Ah, bah tu connais quand même le laboratoire de Dexter. Quand même, oui. Eh ben oui. Bon, tu allais dire quoi? Oui. on divague, on digresse. Oui, est-ce que du coup dans ce laboratoire qui paraît très avancé, est-ce qu'il est très avancé technologiquement ou c'est vraiment très mécanique? Ça reste en fait... T'arrives dans une pièce où tu vois t'as un mur des sols en béton un peu marronasse, un peu vieux, tu vois, comme un garage. Et t'as des grandes planches sur des tréteaux avec ces trucs un peu... Il y a plein de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà? Des trucs pour faire des trucs. Des outils. Il y a plein d'outils qui sont posés, tu sais, qui sont contre le mur avec qui sont cloutés et tout ça. Un atelier. Ça reste un peu c'est un peu le bordel, un peu bordel organisé, quoi. Vraiment un atelier un peu de méchant, quoi. D'accord. Alors, je précise que mon but à moi final, si c'est possible, c'est de tourner ce truc. Tu sais que dans ces cas-là, tu seras la chef d'éco du truc. Je refuse. Il se passe rien du tout, en fait. En fait, c'est dans une pièce normale, dans un salon, le mien. Tu vois, chez moi, on va faire ça chez moi. Ouais, mais ça va, ça se fait. On va trouver un truc. Observe, ouais, non, c'est bon. Bon, ça va, t'as le temps d'y penser. Hein, ça sera si pour tu me l'été fais prochain. 4000 balles de budget, je le fais. On trouvera des fonds verts. Ou d'autres solutions moins coûteuses, à moins qu'on soit produit d'ici là, ce qui est assez improbable. Qui sait. Et il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ok. Super. Ouais. Oui, c'est là qu'on va tourner ce truc. Oui, non, mais ça va être fun, hein. La déchetterie, je sais pas comment on va faire ça, mais bon, on trouvera une vraie déchetterie. C'était bien. Exactement. Ok, très bien. Ok, trop bien. Trop cool. Il y a un élément de décor que tu voudrais rajouter, une pièce qui servira peut-être dans le futur. Je sais pas. Si tu veux, quand il dit qu'il va aux toilettes, il va dans un couloir où il y a 2-3 portes, tu vois, mais il en ouvre qu'une seule. Oui. Et il y a 2 autres portes, mais il sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Et toi, tu sais? Non. T'as pas envie de savoir, d'accord. Il y en a une, c'est forcément les toilettes. Il y a les toilettes, sa chambre, et il y a 2 autres portes. On n'est pas allé encore dans la chambre d'Emily. Si?
Bah du coup, on vient d'y aller. Non, c'était dans la chambre de Rosette, pardon. Non, pas du tout. Eh ben, il y en a une, c'est la chambre de Rosette, et il y a une autre, j'en sais rien, c'est un espèce de bureau où tu vois D'accord. un truc comme ça, et plus il y a une autre salle de bain. Ouais. Très bien. Donc il reste une pièce à découvrir. On sait pas ce qu'il y a dans cette pièce. Ok. C'est ça. Et dans ce couloir, il y a plein de cadres encore de sa mère. Ok. Trop cool. Eh ben merci beaucoup, Sophie. C'était trop cool. C'était super bien, c'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sophie? Chez moi. Au jardin public, en train de promener mon chien. Je vous adore tellement. Vous faites tellement tous la même vanne. J'ai envie que ça devienne un running gag de tous les épisodes. C'est vrai, on fait tout le temps cette vanne. Vraiment, oui. Vraiment. Sans. Chez moi, ok. Et je crois que. Voilà, au début, je faisais pas du tout exprès. Là, j'ai fait exprès de poser la question exactement de la même manière, en mode où est-ce qu'on peut te retrouver? Et je suis ravie que tu aies répondu ça. C'est maintenant, on peut me retrouver au jardin public, en train de me promener avec mon yinche. On peut me retrouver. Wina. Ouais. On peut me retrouver au Starfish très régulièrement. Je suis à peu près 4 fois par semaine au Starfish, le pub. Starfish dont on a déjà parlé avec Antoine, oui, qui est un pub à Bordeaux. Antoine, je t'embrasse. Vous pouvez me retrouver sur le réseau social Instagram SophieSTK parce que je suis SOWFYSTIKEY. Oh, bien ouais. SophieSTK. Vous pouvez aussi me retrouver bientôt. Je suis très souvent aussi à Kino Session, ça m'arrive. Oui, c'est vrai. Et 21 rue Buon, il me semble. 22 rue Buon. Waouh. En face. Shit. Et aussi, ensuite, vous pouvez me retrouver aussi. On a créé ici de la direction. On a créé un duo de direction artistique avec mon amie Camille Ponce, qui est une styliste. Oui. Ça s'appelle CS-Art Direction sur Instagram. On commence à poster un peu de contenu. On prépare des projets où on fait de la direction artistique toutes les deux. Et très prochainement, on aura du contenu et des éléments de tout ça. Voilà. On a hâte de voir tout ça. Mais moi aussi, j'ai très très hâte. Sinon, vous pourrez également retrouver les courts-métrages dont on a parlé dans la description. Oui. Voilà. L'Instagram aussi, de toute manière, je mets toujours beaucoup de choses dans la description, n'hésitez pas à lire. Sinon, pour le podcast Donne ta patte, écoutez, toujours la même vieille rengaine, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Donne ta patte _podcast, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à moi, donc Mélissa Brézé, BRAIZT, parmi d'autres vidéos, voilà. Regardez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, ça aide vraiment beaucoup. Et toujours à noter le podcast aussi sur Apple Podcast, donc 5 étoiles, on préfère, c'est mieux, parce que si vous en mettez 1 sur 5, c'est cool, mais bon, c'est pas ouf. Bien que ce soit nul, tu le sais tous, mais acceptons, quoi. Voilà, n'hésitez pas à envoyer des petits trucs dans les DM Insta. Voilà, vous n'êtes pas nombreux, donc j'ai pas de mal à y répondre, a priori. Pas encore. Espérons qu'un jour on aura du mal, ce serait chouette. Sur toutes les applis de podcast, évidemment. Encore une fois, si vous avez une appli de podcast que vous écoutez sur lequel il n'y a pas de podcast, du coup je sais pas comment vous auriez découvert ce podcast, mais on sait jamais, prévenez-moi. Prévenez-moi que je l'ajoute sur ces plateformes-là. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines avec Pierre Ravoyard. Et oui. Et voilà, et merci encore Sophie. Avec plaisir, merci à toi Mélissa. Et bonnes vacances à Dublin. Merci.